Bonjour, bonsoir à tout le monde. Merci d'être venu pour cette première leçon de l'année 2018. Et cette année, j'ai décidé de me consacrer sur les chromosomes sexuels. C'est un sujet qui est assez proche du sujet de recherche sur lequel mon équipe travaille. Je me suis dit que ça sera bien d'explorer quand même un peu plus ce sujet. Mais bien sûr, comme chaque année, en me plongeant dans la littérature, on découvre plein d'autres choses. Donc, vous allez naviguer avec moi dans ce monde de chromosomes sexuels et en particulier le lien entre la génétique et l'épigénétique. Et j'ai choisi de travailler sur le chromosome X depuis maintenant presque la moitié de ma vie et vous allez voir, j'espère, pourquoi c'est un chromosome aussi fascinant. Donc, pour ce premier cours, je voulais me consacrer vraiment sur les chromosomes sexuels et la compensation de dose. Vous allez voir que probablement, je n'aurai pas beaucoup de temps de vous parler en détail des mécanismes de compensation de dose, mais je compte y revenir la semaine prochaine si je n'arrive pas à couvrir tout ce que je voulais. Donc voilà, je commence très simplement en vous montrant des chromosomes sexuels colorés, bien sûr, on ne les voit pas comme ça vraiment au microscope, mais comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté, les garçons et les filles. Donc le chromosome X et le chromosome Y chez les mâles et les deux chromosomes X chez les femelles, en tout cas pour nous, les êtres humains. Et puis dans d'autres systèmes aussi, ici je vous montre quelques exemples des différences qu'on peut voir ou pas entre les hommes et les femmes, et puis entre différentes espèces, les femelles et les mâles peuvent montrer plus ou moins de dimorphisme sexuel. Et bien sûr, au-delà des mammifères, il y a d'autres organismes qui ont des chromosomes sexuels. Vous allez découvrir avec moi un petit peu. Les oiseaux, et là, le dimorphisme sexuel peut aller très très loin. Ici, un mâle et ici une femelle. Même chez les araignées, en général, on imagine que c'est toujours le mâle qui est plus flamboyant, mais ici, vous voyez que la femelle, elle est impressionnante en taille, le mâle est beaucoup plus petit. Et ici, c'est un exemple d'un poisson dont je ne sais pas comment dire le nom en français, mais en tout cas qui vit au fond des océans, qui est très grand, agressif et pas très beau. Et en fait, quand les chercheurs l'ont découvert, ils ont réalisé qu'il n'y avait que des femelles. Et ils ne comprenaient pas parce que c'était quand même un animal qui semble se reproduire de manière sexuée. Et ils ont découvert qu'en fait, la femelle a les mâles en elle. Et donc ici, vous voyez les mâles qui sont accrochés. Elle peut porter jusqu'à une vingtaine de mâles qui s'accrochent, qui deviennent de plus en plus petits parce qu'ils sont quasiment en symbiose et en fait deviennent de plus en plus dépendants de sa circulation, etc. Tout ce qui reste, en fait, c'est surtout leurs testicules qui sont très actifs. Voilà. Donc, il y a des grandes différences ou des moins grandes différences entre les sexes. Et c'est quand même sur cette base que je vais commencer pour parler des chromosomes sexuels. Et comme je l'ai mentionné, pour moi, ce qui est fascinant avec les chromosomes sexuels, c'est le lien entre la génétique, ce qui est quand même défini par les gènes ou la séquence de l'ADN, et l'épigénétique. Et je vous montre quand même mon exemple préféré chez les femelles, chez vous, chez les chats, chez d'autres mammifères, les individus avec deux chromosomes X inactivent un des deux chromosomes X. Et ici, je vous montre de manière très schématique l'ADN des deux X qui est modifié différemment. L'ADN reste le même, mais la manière qu'il est exprimé est différente. Et donc, surtout la semaine prochaine, je vais parler beaucoup de ce processus d'inactivation d'un des chromosomes X pour des questions de dose. Mais revenons aux chromosomes sexuels et leur découverte. Comme chaque année, je commence avec un tout petit peu d'histoire pour situer le sujet. Et donc, les premières descriptions détaillées des chromosomes sexuels sont venues d'un cytogénéticien, Henking, allemand, qui, en environ 1890 ou 91, a décrit, en regardant au microscope, dans une sorte de moucheron, dans les testicules de ce moucheron,
qu'effectivement, il y avait un chromosome qui ne participait pas à la méiose toujours. Et ici, je vous montre des dessins qui montrent parfois cette entité était présente, parfois absent. Alors, c'est quoi la méiose quand même? Je vais vous décrire. Je vais revenir sur ce point plusieurs fois. Donc, j'ai fait quand même une petite description de ce processus qui a lieu dans la lignée germinale, mâle ou femelle. Et à partir des chromosomes diploïdes dans ce cas-là, les chromosomes paternels et maternels, il y a une division qui se fait progressivement pour arriver à 4 cellules qui ont chacune un jeu de chromosomes, donc haploïdes, une seule copie de chacun des chromosomes. Et donc ces 4 cellules vont donner lieu aux gamètes, donc le sperme ou les ovocytes. Et au cours de ce processus de méiose, il y a un appariement qui a lieu qui permet la recombinaison. Donc je vais revenir sur ce point plus tard. Mais en tout cas, à l'issue de ce processus, effectivement, il y a les 4 cellules qui chacune représente un jeu de chromosomes. Et Henking a remarqué qu'effectivement, un des chromosomes était parfois là, parfois pas. Donc il a nommé l'élément X parce qu'il était mystérieux. Il avait un comportement bizarre. Donc c'est de là où est venu le nom chromosome X, mais à l'époque, donc, il appelait l'élément X. Et il n'était pas sûr de quoi il s'agissait. En plus, il a regardé dans d'autres insectes, il n'a pas toujours vu cette différence. Donc il a juste spéculé que chez certains insectes, peut-être ce chromosome X pourrait être lié avec la détermination du sexe. Et c'était 10 ans plus tard qu'un Américain, un généticien américain, McClung, est allé un peu plus en détail et il a remarqué qu'effectivement cet élément X était présent dans 50% de sperme, des cellules, des spermatozoïdes. Et lui, il a décidé de l'appeler le chromosome accessoire. Et pourquoi accessoire? Parce qu'il semblait avoir un rôle différent des autres chromosomes. Donc, pour lui, c'était le accessory chromosome. Et quand il a réalisé qu'il voyait ce chromosome accessoire que dans la moitié des spermatozoïdes, il s'est posé la question, mais qu'est-ce qui pourrait être présent que dans la moitié ou issu de la moitié des spermatozoïdes? Et il a fait le lien, effectivement, avec la détermination de sexe. Et il a proposé très vite, en 1901, que peut-être ce chromosome accessoire, l'élément X, pourrait être impliqué dans la détermination du sexe. Et donc ici, quand même, juste pour être clair, voilà de quoi on parle maintenant qu'on le sait. Effectivement, au cours de la méiose, à la fin, on a ces 4 cellules sperme et le X est présent dans la moitié et maintenant on sait le Y dans l'autre moitié. Donc ça, c'était la base de la découverte et la proposition de Henking et McClung. Je voulais quand même juste mentionner qu'avant ces observations, les gens pensaient que la détermination du sexe était attribuée à des facteurs environnementaux, qu'il ne s'agissait pas de ce qui était dans les gamètes, mais dans l'environnement dans lequel l'œuf se trouvait. Donc ça, c'est toute une histoire en soi, et j'ai décidé cette année de ne me pas plonger dans ces hypothèses et ces débats qui étaient assez colorés. Mais en tout cas, ces observations avec les chromosomes et cet élément X ont commencé à définir la base de cette détermination du sexe. Et donc c'était une jeune femme, Nettie Stevens, qui était scientifique et qui, elle a vraiment découvert les karyotypes différents qu'on trouve chez les femmes ou chez les femelles et chez les mâles. En fait, en regardant des scarabées, elle a réalisé qu'effectivement, il y avait la présence de nombres de chromosomes ou de tailles différentes qui étaient associés avec les deux sexes différents. Donc en fait, en regardant les karyotypes des scarabées, elle a réalisé qu'effectivement, les cellules des femelles avaient 20 chromosomes qui étaient grands, alors que les mâles avaient que 19 grands chromosomes et un petit chromosome. Et donc, à partir de cette observation,
elle est sur la base des données que je viens de vous citer. C'est de là où on a nommé effectivement le chromosome X, c'était cet élément qui maintenant pouvait porter un nom, et le chromosome Y qui était juste après, plus petit. Et donc les chromosomes X et Y, nous savons maintenant, sont les chromosomes sexuels. Donc c'était Nettie Stevens qui avait fait ces études, très suivie par un généticien Wilson. À l'époque, évidemment, les femmes n'avaient pas forcément la reconnaissance dans la recherche qu'elles faisaient. Et donc, Nettie Stevens quasiment n'a pas été citée. C'était surtout Wilson et ensuite Morgan qui a eu, on va dire, la gloire de ces découvertes. Mais c'était vraiment une co-découverte indépendante, mais Wilson était très inspiré par les travaux de Stevens à l'époque. Et donc, tout ça, c'était en 1905. Et juste à cette époque-là, il y avait donc un très grand généticien américain, Thomas Hunt Morgan, qui essayait de comprendre, et ça je vous ai déjà présenté un petit peu ses travaux dans mes cours précédents, mais Morgan était très intéressé avec le lien entre les chromosomes et l'hérédité des chromosomes et les gènes et les traits. Donc lui, il était très sceptique en fait par rapport aux observations de Stevens et Wilson au début, et très sceptique aussi par la possibilité qu'effectivement les chromosomes étaient les porteurs des traits, des gènes, des unités qui pouvaient avoir donc être à la base des traits phénotypiques. Mais en choisissant de travailler sur la mouche de vinaigre, la drosophile Drosophila melanogaster, il a réalisé, il s'est convaincu lui-même qu'effectivement, il pouvait lier l'héritabilité des chromosomes sexuels avec l'héritabilité ou l'hérédité des traits, et il s'agissait en particulier des traits qui étaient liés à la couleur des yeux. Et donc, il s'avère qu'effectivement, il y a un gène qui code pour la coloration des yeux, et Morgan a réalisé, en faisant des croisements génétiques, qu'il arrivait à avoir un passage et une expression toujours chez les mâles de ce gène quand il était porté par le chromosome X. Donc de là, Morgan lui-même a réussi à convaincre les gens autour de lui qu'effectivement les chromosomes étaient bien les porteurs de l'information héréditaire et qui étaient à la base donc des phénotypes qui pouvaient être transmises. Et il a eu le prix Nobel en 1933 pour ces découvertes. Donc, c'était non seulement la découverte de ce lien avec les chromosomes et l'hérédité, mais c'était Morgan aussi qui est à la base de l'utilisation de ce modèle, cette petite mouche de vinaigre, qui maintenant est devenue un des outils de base pour la génétique et aussi pour lier la génétique aux biologies du développement et aussi à la physiologie. Donc, c'est un système absolument magnifique d'études, et c'est parce qu'on a eu quand même plus qu'un siècle de travail sur ce type de modèle que maintenant nous pouvons vraiment l'utiliser avec autant de facilité. Et donc, je voulais aussi mentionner, je vais revenir sur ce point plus tard, un de ses étudiants, Müller, a aussi découvert le processus de compensation de dose au niveau des chromosomes sexuels en utilisant ce même trait, la couleur des yeux. Donc voilà pour l'histoire. Donc maintenant, est-ce qu'il s'agit juste des chromosomes X et chromosomes Y et sur quelle base est déterminé le sexe? Et donc ici, je vais vous faire un schéma très simpliste de certains des systèmes de chromosomes sexuels que nous savons maintenant existent dans la nature. Donc il y a des systèmes d'hétérogamétie mâle où effectivement le mâle porte les chromosomes sexuels différents, le Y et le chromosome X. Et dans certains cas, comme chez les mammifères, et les humains en particulier, le gène qui est important pour la détermination du sexe est présent sur le chromosome Y. Et c'est un gène dominant qui va dicter cette masculinité. On peut aussi avoir des situations de hétérogamétie mâle,
mais ici, comme chez la mouche drosophile, c'est un gène qui est sur le chromosome sur le chromosome X, qui en 2 copies va déterminer le sexe féminin. Donc ici, c'est le même système de chromosomes sexuels, si vous voulez. La femelle a 2 chromosomes X identiques et le mâle un X et un Y, mais c'est quand même un gène sur le X qui est important pour déclencher la détermination du sexe. Et il y a d'autres systèmes où le sexe hétérogamétique est femelle. C'est la femelle qui a les 2 chromosomes différents. Et donc, on les appelle, parce qu'à la suite de XY, il fallait trouver d'autres noms, donc on les appelle les systèmes ZW et ZZ. Et donc, par exemple, chez la grenouille, non, le crapaud, j'ai toujours du mal, Xenopus, ici, il s'agit d'un gène dominant qui est sur le chromosome W et qui va dicter le sexe femelle, alors que dans d'autres systèmes comme les oiseaux et le poulet en particulier, ici, il s'agit d'un gène qui est sensible aux doses, donc 2 copies vont faire qu'il s'agit d'un mâle. Donc les mâles sont ZZ, et avec 2 copies du gène impliqué, et je vais mentionner plus tard ce que c'est, ces individus deviennent mâles et les individus hétérogamétiques deviennent femelles. Donc ça a l'air compliqué, mais la nature est comme ça, comme vous le savez. Alors, revenons à un système qui nous est plus familier, avant de vous replonger dans la complexité. Donc, chez l'humain, quelle est la base? On a parlé déjà des chromosomes X et Y, et effectivement, quand on regarde le karyotype de chromosome chez un mâle ou chez une femelle, on voit qu'il y a 2 copies de chacun des chromosomes, chacun des autosomes, on les appelle, et c'est que pour les chromosomes sexuels où on voit qu'effectivement, il y a cette différence chez les mâles qu'on ne trouve pas chez les femelles. Donc, nous, les humains, nous avons normalement 46 chromosomes, donc 23 paires de chromosomes, une paire qui vient de chacun de nos parents, et une de ces paires concerne les chromosomes sexuels. Les autres chromosomes, comme je l'ai dit, ils s'appellent des autosomes et on les a numérotés simplement de 1 à 22 en fonction de la taille qui représente cytologiquement. Et donc, une personne avec 2 chromosomes X, normalement, est une femelle, et une personne avec un X et un Y est mâle. Mais, comme vous voyez, la taille de ces chromosomes sexuels est très différente, et donc tout mon cours, dans les prochaines semaines, va parler de ces différences de nombre de gènes, de quantité de gènes, d'expression de gènes, et l'impact que ça peut avoir à plusieurs niveaux. Comment ça peut être toléré, comment ça a pu évoluer un tel système, comme dirait Jenny Graves, qui est une grande généticienne, cytogénéticienne que je vais citer à plusieurs fois. Pour elle, c'est un exemple de dumb design. Donc, pas le design inventif, mais stupide. Ça a l'air stupide de faire un tel système, parce que effectivement, ça apporte pas mal de dangers. Donc ici, je vous montre de quoi il s'agit. Donc pour les chromosomes sexuels humains, le X est très grand, plus que 150 millions de paires de bases et plus que 1000 gènes sur ce chromosome. Et certains de ces gènes sont absolument essentiels pour la vie et la vie d'une cellule. Et le chromosome Y est beaucoup plus petit et porte beaucoup moins de gènes. Et alors pourquoi c'est du dumb design? Parce que lors de la méiose, je vous avais parlé de la méiose et le fait que les chromosomes doivent s'apparier, mais chez le mâle, en tout cas chez l'humain, la présence d'un très grand X et un tout petit Y avec très peu d'homologie pose des problèmes. Et donc il y a des systèmes qui ont évolué pour gérer ce problème de manque d'appariement, parce que 2 chromosomes qui ne s'apparient pas correctement au cours de la méiose peuvent générer des catastrophes génomiques et donc une stérilité. Donc ça, c'est un premier problème. L'autre problème qu'apporte la présence de ces chromosomes sexuels est le fait qu'ils sont très souvent liés à des maladies. Il y a beaucoup de maladies qui sont liées aux chromosomes sexuels. Et pourquoi? C'est parce que dans un des 2 sexes, et chez l'humain, c'est l'homme, le chromosome X et le Y
sont quasiment tout seuls, c'est-à-dire que chaque gène est présent en une seule copie. Il n'y a pas une deuxième copie en face, comme pour les autosomes, où on a 2 copies de chromosomes 1, 2, 3, etc. Et donc, quand il y a une mutation qui affecte un de ces gènes, bien sûr, tout de suite, il y a un impact. Tout de suite, il peut avoir un phénotype et donc une maladie liée à ça. Et puis, le troisième problème est cette histoire de dose. Avoir un seul X versus 2 copies des autosomes chez les mâles, et puis avoir 2 X chez les femelles versus 1 X chez les mâles, pose différents niveaux de problèmes de dose. Et vous allez, j'espère, à la fin de cette série de cours, être convaincus que ces questions de dose par gène peuvent être extrêmement critiques pour le bon fonctionnement non seulement d'une cellule, mais d'un organisme. Donc, pourquoi évoluer ce type de système, vu que ça semble être un peu bête? Et, ah oui, pour les histoires de dose, je voulais quand même souligner, pour ceux qui n'ont pas forcément réfléchi à ça, que chez l'homme, la seule trisomie, les monosomies, c'est-à-dire une seule copie des autosomes ou 3 copies, les trisomies des autosomes, ne sont pas tolérées. C'est-à-dire qu'ils sont létales très tôt au cours du développement ou après la naissance. Donc avoir un chromosome entier en plus ou manquer un chromosome entier est très nocif. La seule trisomie qui est tolérée est la trisomie 21, et c'est quand même un des chromosomes les plus petits chez l'humain. Et bien sûr, vous savez, ça donne lieu au syndrome de Down. Donc cette histoire de dose est très importante parce que le chromosome 21, vous voyez, a que 250 gènes à peu près, et juste une copie de plus génère quand même ce syndrome. Donc en fait, c'est pour vous montrer que ces histoires de dose sont quand même très critiques, et cette différence de taille des chromosomes sexuels risque de poser pas mal de problèmes au cours de l'évolution. Donc pourquoi évoluer des chromosomes sexuels? Ça m'amène à vous dire que pourquoi évoluer la reproduction sexuée? Les chromosomes sexuels portent les gènes qui sont déterminants de sexe, et puis ces gènes sont là pour pouvoir se reproduire de manière sexuée. Et on n'est pas obligé de le faire. Enfin, nous, oui, mais il y a d'autres manières de se reproduire qui ne sont pas sexuées. Donc déjà, je vais commencer en vous racontant ce que c'est la reproduction sexuée. C'est quoi? Alors, ici, je vous montre un homme et une femme. Chacun produisent des gamètes dont je vous avais déjà parlé, les spermatozoïdes et les œufs. Et donc, ce qui est magique avec la reproduction sexuelle, le point le plus important, c'est que ça permet de brasser les génomes des chromosomes au cours de la méiose pour générer de la variété. Et en plus, au moment de la fécondation, on amène les chromosomes qui viennent du père et de la mère. Donc c'est encore un niveau de brassage et de mélange pour créer de la variabilité. Donc cette forme de reproduction est quasi universelle chez les eucaryotes. Et vous allez voir, couvre beaucoup de systèmes et de processus différents. Alors, je reviens sur cette histoire de méiose, parce qu'il faut vraiment comprendre pourquoi c'est important. Donc, chez les hommes et chez les femmes, donc bleu et rose, je suis désolée, au cours de la méiose, on commence avec une cellule diploïde, et au cours de la spermatogenèse ou de l'ovogénèse, il y a cette étape d'appariement entre les chromosomes, donc les chromosomes parentaux de monsieur et les chromosomes parentaux de madame, dont chacun de leur lignée germinale va s'apparier. Et à ce moment-là, cet appariement qui est très précis, sauf pour les chromosomes sexuels, le X et le Y, et on va venir sur ça à un autre moment, mais pour tous les autres chromosomes, il y a une recombinaison qui peut se passer. Donc vous voyez ici en bleu les chromosomes paternels, en rouge les chromosomes maternels, et à cette étape de la méiose, qui s'appelle la pachythène, mais je ne vais pas rentrer dans les détails de la méiose quand même, mais il y a des échanges qui se passent entre les chromosomes parentaux. Donc on arrive avec un mélange des génomes parentaux quand on arrive à ces gamètes.
Donc vous voyez, parfois on a un bout de tel chromosome qui vient du chromosome maternel et l'autre bout qui vient du chromosome maternel. Donc chacun de ces cellules, spermatozoïdes et ovocytes, ont une constitution chromosomale et génomique qui est quasi unique. Et ces cellules sont haploïdes, comme je l'ai mentionné. Il y a une seule copie de chacun des chromosomes qui est présente dans chacune de ces cellules. Donc cette méiose donne lieu à ces gamètes, et au moment de la fécondation, on ramène un de ces gamètes paternels du père avec un gamète de la mère pour faire une nouvelle combinaison. Donc c'est un brassage assez énorme du pool génétique qui existe, et donc chaque enfant est unique, sauf bien sûr les jumeaux identiques, mais chaque individu issu de ce processus est unique au niveau de son matériel génétique et qui vient donc des deux cellules parentaux mâles et femelles. Donc, tout ça c'est très bien, mais une des grandes questions, et ça continue en fait, c'est un débat, et donc ce système de reproduction sexuée avec la récombinaison est en fait assez coûteux, assez difficile. Parce que on peut se poser la question, un individu qui arrive à être adulte et se reproduire et qui va bien dans son environnement, pourquoi prendre le risque de se mélanger avec le génome de notre individu qui a peut-être des mutations, etc. Donc en fait, il y a beaucoup de coûts associés à ce processus, et peut-être le coût le plus important, c'est que il faut que l'homme et la femme, il faut que les deux partenaires se retrouvent, et ça, c'est pas toujours si facile. Et juste pour souligner cette difficulté ou cette perception de difficulté, Darwin lui-même, en 1862, a noté que c'est un mystère. We do not even in the least know the final cause of sexuality, why new beings should be produced by the union of the two sexual elements instead of by a process of parthogenesis, la parthénogenèse. The whole subject is as yet hidden in darkness. Comme il savait toujours bien dire les choses. Et donc, pourquoi ne pas se reproduire comme ça, de manière asexuée, c'est-à-dire à partir de chaque cellule, elle peut se diviser pour donner 2 cellules filles, et on peut donc transmettre l'information qui va bien et d'un individu qui est dans un environnement de manière assez efficace. Et surtout, on peut se multiplier beaucoup plus vite qu'avec la reproduction sexuée. Donc, chacun des individus d'une population asexuée peut se reproduire seul. Il n'y a pas de coût pour chercher un partenaire. Mais le problème, c'est qu'effectivement, c'est toujours le même ADN. Et s'il y a une mutation ou une maladie, toute la progéniture n'a pas le choix, l'aura. Donc, ici, je vous montre la reproduction sexuée, mâle-femelle, etc., où pour chaque individu, on n'arrive pas à amplifier la quantité ou le nombre de progénitures, alors que quand on est asexué, on peut doubler beaucoup plus efficacement. Donc ça, c'est un des coûts, effectivement, de la reproduction sexuée. Et alors voilà, un exemple, ce n'est pas juste des levures que je vais vous montrer. Ici, c'est un lézard au Mexique, Aspidoscelis telestata, et ce sont que des filles. C'est des parthénogénotes. Elles se reproduisent comme ça, toutes seules, elles pondent des œufs, et on a des nouvelles filles. Donc, why ladies only species don't need men. Alors, on peut dire, c'est génial ce système, enfin pour certains. C'est pas très intéressant, mais c'est quand même pas mal, c'est efficace. Mais il y a un problème. Et donc, je vais vous parler du cliquet de Müller. Il fallait que je cherche le mot, Muller's ratchet. Donc, Müller, qui était un scientifique il y a longtemps, a fait une analogie avec ce cliquet qui peut avancer sans revenir en arrière. En fait, le problème, c'est que dans les populations d'organismes asexués, on accumule les mutations, on accumule,
on ne peut pas revenir en arrière, en tout cas pas de façon simple. Et donc ici, je vous montre une population avec la distribution au départ de nombre de mutations délétères, des mutations qui vont faire que l'individu ne va pas pouvoir durer longtemps. Et vous voyez ici au début cette distribution où on a 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 mutations. Le problème avec la reproduction sexuée, c'est qu'on va augmenter le nombre de mutations délétères, augmenter, jusqu'à la probable disparition. Donc en fait, tout ça c'est écrit ici, on arrive avec ce qu'on appelle un poids génétique qui est imposé par cette accumulation de mutations, et à un moment ou un autre, cette population risque l'extinction parce qu'il y a donc trop de mutations délétères pour que suffisamment d'individus restent en vie. Mais un point qui est important, surtout par rapport à ces lézards, c'est que cet effet négatif peut quand même être contourné. Et ça, j'ai décidé de ne pas vous montrer les détails de ça, mais certains individus, et en particulier on pense que ces lézards, peuvent être polyploïdes. Au lieu d'avoir 2 copies de chaque chromosome, il peut avoir plus. Et avoir plus fait qu'ils peuvent faire de la récombinaison et donc brasser un petit peu plus leur génome avec des mutations qui sont présentes, les éliminer. Donc en fait, l'idée c'est que même si ce n'est pas une reproduction sexuée, il y a quand même une reproduction qui fait un petit peu de récombinaison, et c'est ça qu'il faut pour pouvoir préserver un génome qui peut survivre. Et je voulais quand même vous montrer, en fait ça vient de mon cours il y a plusieurs années, mais je vous montre, 2014, où j'avais parlé du clonage et des effets nocifs de clonage. Le clonage, c'est comme la parthénogenèse. On commence avec un individu et on demande la reproduction asexuée, donc chez les plantes on appelle ça l'apomixis. Et donc on a plusieurs types de clones que vous connaissez très bien, par exemple le pinot noir, d'autres vignes, ils sont tous des clones qui sont parfois très vieux. Il y a aussi des arbres qu'on trouve aux États-Unis, les aspens, qui sont des forêts entières des clones qui ont 80 000 années. Et par exemple, on a aussi les arbres, les palmiers à huile, qui sont d'une utilisation commerciale très importante en Malaisie. Et là, c'est un exemple très dramatique parce qu'effectivement, ces palmiers sont devenus très sensibles à certains parasites, certaines maladies. Et en fait, c'est une catastrophe quand il y a une infection ou une invasion, parce qu'en fait, tous les clones ont quasiment le même génome et en plus avec un bagage de mutations très délétères. Donc en fait, c'est très difficile de faire survivre à très long terme ce type d'individu qui se reproduit de manière asexuée, on va dire. Et ici, c'était un papier qui a été justement publié sur le fitness, la capacité de ces arbres qui sont donc des clones à s'adapter. Et en fait, ces arbres avaient la possibilité d'avoir une reproduction sexuée à un moment. Mais avec l'âge, et là on parle des milliers d'années, ils perdent cette capacité de plus en plus et ils ne peuvent plus revenir en arrière. Donc ils sont là avec leur bagage de mutation et ils ne peuvent même pas aller se reproduire sexuellement s'ils voulaient parce que c'est trop tard. Donc le jour où ces forêts sont attaquées par quelque chose, ça peut être catastrophique. Et donc c'est pour cette raison, et là je vous parler de juste quelques exemples, mais dans la nature il y a beaucoup d'exemples de taxa qui sont asexués et on les retrouve toujours à la fin des arbres phylogénétiques. Donc ici vous voyez toujours en vert et c'est toujours à la fin. Et pourquoi? C'est parce qu'en fait ils vont donner lieu à rien. C'est toujours quelque chose qui n'a plus d'issue au cours de l'évolution. Ils sont donc d'une durée relativement restreinte au cours de l'évolution. Mais il y a plusieurs organismes qui arrivent à faire les deux, et en fait ça c'est très commun, passer d'une reproduction asexuelle à une reproduction sexuelle. Ici je vous montre quelques exemples, il y a d'autres lézards qui peuvent faire ça, il y a des poissons, des plantes, ici c'est la Daphné qui peut se reproduire en cycle sexuel ou clonal partogénétique, et en fait tout ça dépend de l'environnement.
de la capacité d'obtenir les nutritions, de la température. Et donc, tant que l'environnement va bien et on peut bien manger, on se reproduit de manière asexuée. Dès que les choses commencent à être un peu plus difficiles, c'est là où la reproduction sexuelle commence à être vue, justement pour qu'il y ait une survie par une nouvelle génération de variations dans le pool des gènes. Et donc, en fait, l'idée, c'est que ces espèces ont évolué pour passer d'une forme de reproduction à l'autre en fonction de ces contraintes, parce que, comme je l'ai dit, il y a un coût dans la méiose et un coût dans la reproduction sexuée. Il faut trouver le partenaire, il faut passer par la méiose et donc passer cette étape qui, en général, est beaucoup plus complexe au cours du cycle de la vie. Et donc, en fait, ce n'est fait que dans des situations, on va dire, un peu aiguës. Alors, je voulais quand même vous dire que même les bactéries font de la reproduction, on va dire, sexuelle. Alors là, je vais me faire taper sous les doigts par les microbiologistes dans l'audience parce qu'en fait, ce n'est pas vraiment la reproduction, c'est le sexe. En fait, c'est le passage d'ADN d'un individu à l'autre et nous savons que c'est extrêmement efficace, c'est très répandu chez les bactéries. Mais ici, on voit qu'on peut distinguer le processus de sexe, qui est en fait le brassage du génome, du processus de la division, de la reproduction. Mais en général, dans les eucaryotes, les deux sont liés. Donc ici, un résumé, et je pense que j'ai voilà, j'ai un autre résumé qui est plus... Donc en fait, je voulais résumer la situation des avantages de la reproduction sexuée. Nous avons vu les désavantages de la reproduction asexuée. Donc la reproduction sexuée permet de générer de la progéniture qui a des nouvelles combinaisons d'ADN et donc qui peut donner une variabilité entre les individus qu'on ne peut pas générer avec la reproduction asexuée. Donc, ça réduit cette histoire du ratchet de Muller, sauf pour certains chromosomes, comme le chromosome Y, que je vais revenir après, qui, lui, ne peut pas se récombiner. Donc, en fait, même si on passe par la méiose, il peut accumuler des mutations délétères. Donc, on va revenir sur ce point après. Mais pour les autres chromosomes, la reproduction sexuée fait qu'on peut éliminer les mutations délétères. On peut aussi les masquer parce qu'on met face à face un nouveau génome, chromosome sauvage, on va dire, avec une mutation. On peut aussi augmenter donc la puissance d'adaptation avec des environnements qui changent, avec la sélection naturelle. Après la reproduction sexuée, on a une panoplie d'individus différents et c'est ceux qui sont les plus aptes à adapter à leur environnement qui peuvent survivre pour se reproduire eux-mêmes. On peut aussi donc avoir de la compétition qui fait effectivement qui va gagner. Et il y a aussi ce qu'on appelle le Red Queen Race, la course de la Reine Rouge. Je ne sais pas si vous le dites comme ça. Enfin, c'est Alice au pays des merveilles. Et donc vous avez sans doute vu un livre et puis il y a toute une hypothèse autour de ça. En fait, l'idée c'est que Alice elle a réalisé en courant avec la Reine Rouge qu'elle court, mais elle y va rien, elle va nulle part en fait. Et donc elle dit, well, in our country, you generally get to somewhere if you run very fast for a long time, as we're doing. Et la Reine dit, that's a slow sort of country. Ici, on court et on va nulle part. Et en fait, l'idée, c'est qu'un hôte avec un parasite, le parasite qui peut changer, adapter très très vite, l'hôte doit quand même s'adapter aussi. Et donc c'est la course pour gagner. Comme l'année dernière, je vous avais parlé des éléments transposables et cette guerre des armes entre l'hôte, enfin l'organisme et ces éléments transposables qui l'hébergent, qui inventent des nouvelles manières de se propager. En fait, c'est ce type de course contre le temps pour survivre avec ces parasites. Et le dernier point, qui est quand même très important, au-delà de la sélection naturelle, la reproduction sexuée et les chromosomes sexuels et les gènes sexuels fait que nous avons aussi une sélection sexuelle. Donc c'est un mode de sélection naturelle où les individus peuvent gagner dans la course de se reproduire en pouvant aller trouver les partenaires ou les usurper de manière plus efficace. Et donc je voulais quand même dire un mot sur ce point
parce que je trouve ça quand même un des points, encore un des points où Darwin avait absolument raison. Il a remarqué, et là je vous mets le texte d'une lettre qu'il a écrite à une de ses collègues à Zagreb, où il dit que regarder les plumes d'un paon le rendait malade. Alors pourquoi? Comment un oiseau comme ça, de cette taille, pouvait avoir des plumes aussi élaborées chez les mâles qui pourraient l'empêcher d'exister dans le struggle for existence, donc la course pour survivre à la nature où il n'y a que le plus efficace, celui qui court ou qui vole le plus vite, et on peut imaginer qu'effectivement c'est un sacré bagage. Donc Darwin, déjà dans son livre L'origine des espèces, a parlé d'une théorie de sélection sexuelle où certaines caractéristiques portées par l'individu, il a parlé surtout des mâles, mais nous savons maintenant que ça peut être chez les femelles dans certains animaux, ont des phénotypes qui sont là pour justement sélectionner le partenaire. Soit c'est des outils de guerre pour se battre contre les autres mâles, on va dire, mais ça peut être aussi des femelles, contre les femelles. Soit c'est les outils de beauté pour attirer les animaux, les femelles ou les mâles en question. Donc, dans son livre The Descent of Man and Selection in Question of Sex, en fait, là, il parle vraiment de cette sélection sexuelle qu'on voit. Et en fait, il a fait une introduction extrêmement longue sur différents exemples de sélection sexuelle dans la nature, parce que de manière... Son but ultime, en fait, c'était d'essayer de montrer que ces principes d'évolution s'appliquaient aussi chez l'homme et que c'était ainsi que l'homme est descendu peut-être d'un ancêtre commun de type chimpanzé. Et donc Darwin il croyait qu'effectivement la sélection sexuelle jouait un rôle majeur dans l'évolution de l'humain et la divergence entre les populations humaines différentes. Donc, il y a des exemples magnifiques dans la nature. Et même ici, je vous montre, donc ce n'est pas Darwin qui a étudié la mouche de vinaigre, le drosophile, mais ici, c'est des expériences qui ont été faites dans le laboratoire d'un très grand biologiste d'évolution, Sean Carroll, qui essaie de lier les taches, les petites taches de couleur sous les ailes des mouches mâles et un comportement qui va avec, qui est là pour essayer de séduire la femelle. Et donc, toutes ces caractéristiques, tout ce dimorphisme sexuel a évolué de manière très puissante dans certaines situations. On peut se demander comment chez l'humain, maintenant, ça se retrouve, probablement plus beaucoup. Et Darwin a d'ailleurs écrit beaucoup dans ce livre sur cet aspect, on va dire, psychologique et d'empathie qui a pris le relais. Donc voilà, mais en tout cas, la définition de la sélection sexuelle de Darwin tient toujours. Ça dépend de l'avantage que certains individus peuvent avoir sur d'autres individus du même sexe et de la même espèce en relation avec leur capacité de se reproduire. Donc, comment cette détermination sexuelle a évolué ? On voit, j'espère que vous avez vu qu'effectivement c'est un caractéristique très ancien de la vie sur Terre. Et donc on pourrait imaginer que la manière de le faire, les mécanismes devraient être extrêmement anciens et conservés. Mais ce n'est pas le cas. Les mâles et les femelles ont divers mécanismes d'être déterminés à travers l'évolution. Donc on va toucher certains de ces mécanismes. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette diversité dans les signaux primaires de déterminer les sexes est souvent associée à une conservation dans les voies moléculaires
qui déclenche un développement mâle ou femelle. Et donc ça, c'est quelque chose que nous commençons que récemment à vraiment étudier grâce à la capacité de séquencer des génomes et de trouver les gènes qui déterminent le sexe, et puis aussi à la capacité de faire la biologie du développement et la génétique pour voir quelles sont les molécules qui réellement déclenchent donc une différenciation de lignée germinale mâle ou femelle. Et voilà, ici ça vient d'une papier, une revue il y a quelques années où je vous montre la panoplie de mécanismes de détermination de sexe qu'on peut trouver. Donc ici, vous voyez notre système à nous, hein, l'hétérogamétie mâle, mais il y a d'autres systèmes dont je ne vous avais même pas parlé, polygéniques, haploïdiploïdie, cytoplasmiques, aussi qui sont liés à l'environnement et aussi des systèmes d'hermaphrodites. Donc il y a une diversité de mécanismes d'avoir la détermination des sexes pour avoir la reproduction sexuée qui montre la puissance de l'importance de cette manière de se reproduire dans la nature. Et donc ici, pour résumer de manière très simple, donc il y a des stratégies qui sont génétiques, c'est-à-dire basées sur les différences de séquences d'ADN, par exemple avoir un chromosome Y ou avoir le gène qui détermine la différenciation sexuelle, donc ça c'est génétique, ou non génétique, c'est-à-dire où les deux sexes n'ont pas de différence du tout dans leur génome, mais néanmoins on voit qu'il y a une différence de différenciation sexuelle. Et je vous montre deux exemples les plus connus, les crocodiles et les tortues de mer, je pense, marine turtles, voilà, où effectivement c'est la température qui va déclencher un système sexuel ou un autre. Donc ça c'est quelque chose qui, comme je l'ai dit, on peut avoir différents types de systèmes. Donc on peut avoir un système de chromosomes sexuels ou pas, et qui est associé à un système de déclenchement environnemental ou pas. Donc on peut avoir des systèmes mixtes, et très souvent ces animaux qui ont le composant température dépendant ont aussi des chromosomes sexuels qu'ils peuvent utiliser. Donc en fait, on peut avoir un mélange de tout. En particulier chez les poissons et les plantes, ils sont souvent des organismes avec un mélange de signaux qui vient soit des chromosomes sexuels ou de l'environnement pour déterminer le sexe en fonction de leurs besoins dans l'environnement donné. Donc voilà, c'est pour vous dire qu'effectivement la plupart des eucaryotes ont cette forme de reproduction sexuée. Et beaucoup d'animaux et de plantes ont des chromosomes sexuels. On n'a pas besoin d'avoir tout un chromosome pour avoir une vie sexuée. Un gène peut suffire, hein, ou un signal qui déclenche ce processus peut suffire. Mais très souvent, on voit qu'avec la détermination du sexe, nous avons aussi des chromosomes entiers sexuels. Donc, dans ces espèces qui ont des chromosomes sexuels, on voit que très souvent, le développement sexuel est déclenché via une région particulière qui va donc permettre toute une cascade d'expression des gènes sexe spécifiques qui contrôlent le développement soit du mâle, soit de la femelle. Et donc, en fonction des animaux, on trouve un peu de tout. Ici, je vous montre les vertébrés. Donc, les tortues que j'ai mentionnées, qui sont sans doute sensibles à leur sexe est déterminé par la température, les serpents, les oiseaux, et puis différents types de mammifères, les monotrèmes, les marsupiaux et les humains. Et en fait, nous réalisons que, par exemple, chez les oiseaux, où les chromosomes sexuels sont de type ZW, c'est un gène DMRT1 qui est sans doute impliqué dans cette détermination sexuelle. Ce gène, on le trouve ailleurs, dans d'autres systèmes qui ne l'utilisent pas pour déterminer le sexe, mais il est présent. Il est présent aussi chez les mammifères, chez l'humain. Je vais revenir sur ce point. Et puis, quand on regarde l'humain, le gène clé pour déterminer le sexe, et je vais revenir sur ça, c'est SRY qui se trouve sur le chromosome Y. Chez les marsupiaux aussi, ce gène se trouve. Et en fait, ce gène est probablement dérivé
d'un gène qu'on voit sur le X qui s'appelle SOX3. SOX3, il est sur le X chez les marsupiaux et chez l'humain, mais en fait, il est sur d'autres chromosomes, sur le chromosome 6, sur le 6 ou 4, dans d'autres espèces. Donc, ces régions peuvent exister dans toutes ces espèces, dans tous les génomes, mais ne sont pas forcément des régions qui sont utilisées pour déterminer le sexe. Donc, c'est ça la partie qui est fascinante avec la détermination sexuelle. Donc, chaque étape de l'évolution, un nouveau gène peut être choisi pour déterminer le sexe. Et donc, je voulais quand même dire un mot sur les monotrèmes, parce qu'ils sont quand même fascinants. On ne comprend pas vraiment, enfin pas beaucoup, parce qu'on ne peut pas travailler facilement sur ces espèces qui se trouvent surtout en Australie. Le platypus est le membre le plus connu, mais il y en a d'autres. Et chez le platypus, il y a 10 paires de chromosomes sexuels. Il y a 5 chromosomes X et 5 chromosomes Y. C'est très complexe, vous imaginez. Il n'y a aucune homologie avec les chromosomes X et Y chez l'humain, mais il y a de l'homologie avec les chromosomes sexuels chez les oiseaux. Et donc, il y a l'hypothèse qui a été émise que peut-être ces espèces ont évolué à partir d'une sorte d'hybridation entre les génomes d'oiseaux et les génomes émergents des mammifères. C'est une sorte de chimère. Donc ça, je pense que c'est toujours une question à débattre, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que ce sont des mammifères qui se reproduisent via des œufs, mais qui allaitent quand même. Donc, en fait, c'est des mammifères, mais qui n'ont pas du tout le système de chromosomes sexuels qu'on trouve chez les marsupiaux ou chez les euthériens comme l'humain. Donc, ils n'ont pas le gène SRY, mais ils ont probablement un autre gène, AMH, qui est utilisé pour déterminer le sexe. Et donc, si je reviens sur mes arbres phylogénétiques, ici, pour parler du moment d'évolution de la détermination du sexe et des chromosomes sexuels, donc, si on regarde chez les reptiles et chez les oiseaux, le système de chromosomes sexuels est le ZW, on sait que chez les oiseaux, c'est probablement ce facteur DMRT1 qui est important. Chez les monotrèmes, j'ai mentionné que c'est probablement ce gène AMH qui est important sur un des chromosomes Y chez le platypus. Et puis, chez les marsupiaux, comme les kangourous, et chez l'humain et chez la souris, les euthériens, on pense qu'effectivement, c'est SRY qui est absolument, on sait que c'est SRY qui est important pour la détermination du sexe. Et donc, différentes régions déterminent le sexe, même s'ils existent par ailleurs dans toutes ces espèces. Et donc, à quel moment a évolué ce facteur qui semble être important, SRY ? C'était donc au moment où les marsupiaux et les euthériens se sont divisés de ces autres mammifères, les monotrèmes, donc plus que 100 millions d'années. Mais on va dire que c'est assez récent. Donc le SRY, le système XY chez les mammifères qu'on connaît, ne date que de 150 millions d'années. Donc c'est un système relativement récent. Et alors, qu'est-ce qu'on sait maintenant sur ce gène, ce locus SRY ? Donc, on savait chez les euthériens, les mammifères avec placenta comme nous, qu'il s'agissait de la présence ou absence du chromosome Y. En étudiant effectivement les individus, soit qui n'avaient pas d'Y et qui avaient un seul X, soit qui étaient XXY. Donc, génétiquement et avec la biologie, on va dire, de la cytogénétique et la biologie du développement, on savait qu'effectivement, c'était le Y qui portait cette information. Et au début, on appelait ce facteur le Testis Determining Factor, TDF. Et c'était en 1990, et je me souviens très bien, c'était juste au moment où j'ai terminé ma thèse, et je connaissais certaines des personnes qui ont fait cette découverte. Le gène qui était le Testis Determining Factor a été découvert sous le chromosome Y. Et ce gène s'appelle SRY et est sur le chromosome Y. Et donc, en fait, c'est un facteur de transcription. Et un embryon qui exprime SRY dans ses cellules va développer en mâle. Et si on fait une délétion de ce gène ou il y a une mutation de ce gène, l'individu va devenir femelle. Donc, les mâles qui sont 46XX sont en fait des mâles qui ont SRY présent,
peuvent être des mâles qui ont SRY présent, même s'ils ont 2 chromosomes X. Et puis, on peut avoir des femelles qui sont 46XY, ça s'appelle le syndrome de Swyer. Et en fait, c'est des femelles parce que SRY a été muté sur le chromosome Y. Et donc, voilà la couverture qui a été faite, parce que la découverte de ce gène et son importance pour définir la voie de différenciation masculine a fait bien sûr la couverture. Et donc ici, comment marche ce gène? Comme je vous avais déjà parlé des facteurs de transcription, c'est une protéine, c'est un gène qui code pour une protéine qui peut s'associer très spécifiquement à certaines parties du génome. Et quelles sont ces parties du génome? Ce sont les gènes qui vont déclencher les voies de différenciation masculine. Donc ce gène est exprimé au bon moment et la protéine va se fixer au bon endroit pour déclencher le processus de différenciation masculine dans la lignée germinale. Mais pendant longtemps, pendant quelques années, on pensait que les femelles étaient par défaut. Enfin, tous les individus étaient des femelles par défaut en absence de SRY. Donc, il fallait juste SRY pour faire un mâle. Mais maintenant, nous savons qu'en fait, il faut quand même d'autres gènes pour créer un ovaire. Et ces gènes commencent à être compris. Et ici, je vous montre un des gènes qui se trouve sous le X, DAX1, qui code pour un récepteur d'hormones nucléaires. Et donc, ce gène est essentiel pour l'ovogenèse. Donc c'est compliqué la différenciation et la création des gonades. Je ne vais pas rentrer dans les détails beaucoup, mais je veux quand même souligner qu'au début du développement, chez la souris en tout cas, vers 10 jours et demi de développement, l'embryon, le gonade a la possibilité d'être masculin ou féminin. En fait, il a ce potentiel double. Et c'est l'expression, la présence des SRY, non pas dans les cellules germinales, mais dans les cellules entourant, les cellules qui soutiennent, on va dire, les cellules germinales, les cellules de Sertoli, etc. C'est l'expression des SRY qui va faire que le testis peut se développer. Et comment ces SRY marchent? En fait, par exemple, il va activer le gène SOX9, qui est un autre facteur de transcription, qui lui va ensuite réguler d'autres gènes, y compris ce gène dont je vous avais parlé, AMH. Donc en fait, SRY est important pour déclencher ce système au début. Et puis l'absence des SRY dans ce gonade naïve, on va dire, fait que l'ovaire commence à former. Mais il faut d'autres facteurs, comme DAX1 dont je vous avais parlé, pour former un ovaire normalement. Donc ici, pour ceux qui sont vraiment intéressés, vous allez regarder le PDF et étudier tout ça et revenir la semaine prochaine et me poser des questions. Mais pour le moment, je vais vous montrer ça comme ça, en message subliminal. C'est compliqué, et plus on regarde, plus compliqué et plus simple ça devient. Mais en tout cas, on commence vraiment à comprendre quelles sont les voies qui déclenchent la formation du testis et donc le développement normal de la spermatogenèse, et quelles sont les voies qui déclenchent l'ovaire, et donc l'ovogenèse peut être permise. Et donc, bien sûr, dans tout ça, il y a la production des hormones qui sont clés, donc le testostérone qui est produit à partir des cellules de Leydig au cours du développement chez les mâles. Et puis, bien sûr, chez les femelles, il y a l'estrogène et le progestérone. Donc, on a toute cette mise en place qui arrive chez l'adulte. Et une des découvertes récentes qui était une surprise, c'est qu'en fait, on peut changer de sexe, enfin en tout cas au niveau des gonades, même chez les adultes. Et les gènes impliqués, un de ces deux gènes, ça vous rappelle quelque chose, c'est le gène qui est impliqué dans la détermination de sexe chez les oiseaux, DMRT1. Et il a été retrouvé par plusieurs moyens qu'en fait DMRT1 et un autre facteur de transcription, FOXL2, semblent être impliqués dans le maintien de l'état des testicules ou des ovaires chez les mammifères adultes. Et la mutation d'un de ces gènes peut avoir un effet sur le gonade, une réversion de sexe de femelle en mâle. Par exemple, quand on met une copie supplémentaire de DMRT1 chez la souris, quand on surexprime DMRT1, on peut avoir une femelle où ses gonades se transforment en mâle. Et donc ici, je vous montre
ce type d'exemple. Donc, c'est voilà, chez la souris. Donc, les génitaux externes, une femelle sauvage, à l'intérieur, voilà ses ovaires, ses organes reproductifs. Voilà un mâle sauvage avec ses organes de reproduction, les testicules. Et puis ici, une femelle où on a rajouté un transgène de DMRT1, où vous voyez effectivement, on transforme le système des ovaires en mini-testicules. Donc en fait, ça veut dire que même à l'âge adulte, il y a une importance du bon complément, on va dire, et régulation génique, et on peut transformer le système. Donc voilà, ici c'est encore plus compliqué, mais pour vous montrer le rôle clé de SRY au début, et ensuite, plus tard, chez l'adulte, on peut retrouver donc ces autres facteurs comme FOXL2 et DMRT1. Et donc, de manière un peu plus simple, ici je vous montre la détermination du sexe dans ce gonade un peu naïf. Au début, il s'agit surtout de la présence des SRY qui va activer SOX9 pour faire donc la voie mâle. Et la voie femelle, elle, arrive un peu par défaut, mais avec bien sûr un besoin d'autres facteurs pour créer un vrai ovaire. Et chez l'adulte, on voit que d'autres facteurs viennent jouer un rôle, comme DMRT1, qui effectivement peut avoir un rôle dans le maintien de l'état mâle à l'âge adulte. Donc, il y a un équilibre très délicat qu'on commence à peine à comprendre entre cet état ou ces voies de signalisation mâle-femelle, que ce soit au cours du développement, au cours de l'embryogenèse et le développement de la lignée germinale, ou que ce soit au des gonades, ou que ce soit à l'âge adulte. Et ça, c'est quelque chose qui est très activement recherché actuellement. Donc, pour revenir au chromosome sexuel, là, je vous avais parlé du gène clé qui est important chez l'humain, SRY. Et ici, je voulais vous montrer qu'effectivement, en regardant différentes espèces, que ce soit l'humain, la souris ou les marsupiaux, on voit qu'effectivement, la taille des chromosomes sexuels peut varier énormément et aussi le contenu, surtout du chromosome Y. Donc, je voulais quand même vous parler de comment évoluent alors ces chromosomes sexuels, d'où ils viennent, d'où ils apparaissent encore et dans différentes formes au cours de l'évolution. Donc, de manière très simpliste, l'idée c'est que ces chromosomes sexuels ont évolué à partir d'un paire d'autosomes qui étaient, eux, identiques ou quasi identiques à un moment. Et la première étape dans cette évolution de chromosomes sexuels est l'apparition justement de ce gène, de ce facteur qui va déterminer un des deux sexes. Ici, je vous montre le cas de l'hétérogamétie mâle et avec l'apparition d'un gène, le testis determining factor, qui va déterminer qu'un individu va devenir mâle, va développer en mâle. Et donc, l'apparition de ce gène sur un des chromosomes, un des paires, génère ce qu'on appelle un proto-X ou un proto-Y. Donc, c'est la première étape de cette différence. Et on doit imaginer qu'il y a une sélection très forte pour préserver ça, parce que, je vous avais dit tout à l'heure, la reproduction sexuelle est quand même très répandue et clairement très efficace à générer la variété qu'il faut pour adapter à des environnements, etc., etc. Donc, il y a une pression et une sélection pour accumuler d'autres caractéristiques mâles, on va dire, autour de ce gène. Donc, il y a d'autres gènes qui donnent un avantage au sexe masculin, dans le cas des chromosomes X et Y, qui vont s'accumuler. Mais pour préserver cette identité différente, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut empêcher la recombinaison. À chaque méiose, je vous avais décrit que chaque paire de chromosomes va échanger son matériel. On a ce brassage. Alors, pour garder une identité différente, Y et X, il faut empêcher ce brassage. Donc, on empêche la recombinaison à cette région-là. Comment on fait cet empêchement de recombinaison? Ça aussi, c'est quelque chose qui est assez débattu, mais il y a plusieurs manières de le faire. Par exemple, avec une simple duplication d'une région, on peut empêcher une recombinaison normale ou efficace. Et donc, on peut très vite empêcher que ce chromosome va aller se mélanger avec son homologue, le X, au cours de la méiose mâle.
Et il peut rester une région, et dans la plupart des espèces, il reste une région qui garde sa double identité, qui est identique entre les chromosomes sexuels. On appelle ça la région pseudo-autosomale. Elle est comme une région autosomale parce qu'elle est présente sur les deux chromosomes. Donc pas tous les systèmes ont ça, mais beaucoup de systèmes ont ça. Et donc cette région, elle peut continuer à s'apparier, à s'échanger comme d'habitude. Mais le reste des chromosomes, X et Y, dans la lignée germinale mâle, ne vont pas récombiner. Alors qu'est-ce qui se passe quand on ne peut pas se récombiner? Je vous avais expliqué tout à l'heure, le Muller's ratchet, en fait, ça dégénère. On accumule des mutations, on accumule des éléments transposables qu'on ne peut pas éliminer. Et donc, en fait, petit à petit, effectivement, le chromosome Y devient de plus en plus muté, délété, mis à part, bien sûr, la sélection pour ces gènes qui donnent la capacité de définir le mâle. Donc, si je fais ça de manière plus schématique, et ça c'est une diapositive de ma collègue Jenny Graves encore, donc l'idée c'est qu'au début le X et l'Y c'était juste un paire d'autosomes comme les autres. Un de ces deux paires va acquérir ce gène qui va déterminer les qualités mâles. On va accumuler d'autres gènes qui vont donner un avantage au sexe mâle et donc on va réprimer, supprimer la récombinaison dans cette région. Le Y va commencer à se dégrader petit à petit par délétion, par mutation, parce qu'il ne peut plus se récombiner. Et donc il va se dégrader encore plus, et peut-être un jour il pourra disparaître. Eh oui. Voilà. Donc l'Y, c'est un X dégradé. Et il peut disparaître. Est-ce que c'est vrai ou pas? Alors, messieurs, vous inquiétez pas trop, mais il faut quand même s'inquiéter un peu. Parce que quand on fait les calculs, et là aussi c'est assez débattu, mais bon, si on fait les calculs très simplement, donc il y a comme je l'ai dit, il n'y a pas de sélection et puis il y a une variabilité qui ne peut pas être corrigée dans le testis. Donc, sans récombinaison et réparation de ces mutations, donc le Y a apparu, on va estimer, il y a 166 millions d'années, avec au début 1700 gènes à peu près comme le X. Aujourd'hui, le Y a une cinquantaine de gènes. Donc le nombre de gènes perdus par millions d'années, c'est une dizaine. Donc ça veut dire que le Y va disparaître dans 4,6 millions d'années. Voilà, il est parti. Donc qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que les hommes vont disparaître? Ou est-ce qu'il y a un nouveau gène de détermination de sexe qui va apparaître? Donc je vous rassure tout de suite, la manip a été faite par la nature et il y a des individus qui ont déjà perdu le chromosome Y, mais néanmoins, il y a des mâles et des femelles. Et donc ici, je vous montre un exemple. C'est un petit rongeur qui s'appelle Elobius. Donc il y a plusieurs espèces d'Elobius qui existent. Et en particulier, en fait, c'est un rongeur, c'est un Mauvo, je ne sais pas comment on dit ça en français, je suis désolée. Mauvo. C'est pas grave, on va chercher après. Donc, Elobius lutens, ici c'est le travail en fait d'un collègue à moi, quelqu'un qui était dans mon laboratoire, mais c'était pendant sa thèse. Il a séquencé le génome de ces individus qui semblent avoir perdu leur X, alors qu'ils ont des femelles et des mâles. Donc, il a séquencé, il a assemblé le génome et il a regardé est-ce qu'il y a un Y, est-ce qu'il y a les gènes qui sont sur le Y. Pas d'Y, il est vraiment parti. Hein. Et pas de SRY. Donc, quand on regarde le karyotype, effectivement, et les femelles et les mâles, ils ont 17 chromosomes avec diploïdie pour le X. Il y a une autre espèce, Elobius talpinus, qui aussi, lui, n'a pas d'Y. Lui, il a 54 chromosomes, XX. Et quand SQ a regardé, en fait, pour la présence d'autres gènes qui sont sur le Y humain tel qu'on le connaît, il a trouvé qu'il y a quand même ces gènes, ça existe dans le génome, il y en a 3 des 4 qu'il a cherché, et un de ces 3, c'est en fait un gène avec un nom imprononçable, mais qui est absolument critique pour la spermatogénèse et pour la méiose mâle. Donc ça, c'est rassurant, parce que ça veut dire qu'effectivement, il y a quand même une lignée germinale dans ces petits mâles, même s'ils n'ont pas un Y, un SRY, ça veut dire qu'ils arrivent quand même à faire la méiose. Donc, il y a quand même une reproduction sexuelle. Ils ne sont pas devenus parthénogénotes et puis les mâles, on ne sait pas trop ce qu'ils font. Il y a quand même de la reproduction sexuelle. Donc, la question, c'est
quel est le gène maintenant qui va déterminer le sexe mâle? Il est où? Donc on ne sait pas. Je la réponse, je vous dirai. Et il y a une autre espèce qui s'appelle Okinawa spiny rat, qui se trouve, comme on peut imaginer, au Japon. Et lui aussi, il a perdu son chromosome Y. Et là, pareil, les chercheurs cherchent le nouveau gène qui pourrait être responsable. Ils n'ont pas encore trouvé. Mais ce qu'ils ont fait, c'est prendre des cellules de ces petits rats. Ils ont fait des cellules IPS, donc des cellules de queue de... Je pense que c'est les queues, je ne sais pas. En tout cas, des cellules somatiques qu'ils ont reprogrammées avec les techniques de Yamanaka en faisant des IPS. Ils ont pris ces IPS, ils l'ont mélangé avec des embryons pour faire des embryons avec les souris. Et ensuite, ils ont regardé dans ces chimères où est-ce que qu'est-ce qui se passe avec ces cellules qui viennent soit des mâles, soit des femelles. Ils ont vu qu'en fait, il y a une très grande fluidité de ces cellules. Parfois, on peut les trouver, si ça vient d'un mâle, on peut les trouver dans le testis d'un chimère mâle ou dans l'ovaire d'un individu femelle. Donc ça ne nous apporte pas beaucoup plus de réponses, malheureusement, mais ça montre qu'effectivement, il y a peut-être plus de fluidité dans la détermination de sexe de ces individus, qui sont très mal, en fait, étudiés. Elobius, c'est encore pire parce qu'en fait, on les trouve dans des endroits extrêmement difficiles d'accès comme l'Afghanistan, etc. Donc les études sur ces individus, sur ces petites bêtes, ne sont pas très, très avancées. Néanmoins, il y a quand même la recherche pour le nouveau gène qui prend la place de SRY pour déterminer le sexe mâle. Voilà, donc est-ce qu'il s'agit d'un gène ou est-ce que ça pourrait être environnemental? Et très souvent, on voit dans l'évolution, la première étape, en fait, c'est une détermination de sexe qui est environnementale et ensuite, ça devient lié à quelque chose de génétique. Donc voilà, ça c'est la grande étude. Est-ce que ça pourrait aussi être épigénétique? Et les chercheurs vont essayer de voir. Mais pour ça, il faut effectivement peut-être un peu plus de possibilités d'utilisation, de manipulation de ces animaux dans le laboratoire pour pouvoir faire comme avec la souris, ça a été fait, prendre le SRY, le mettre dans une femelle et voir que ça développe en mâle. Donc ici, je reviens sur différentes chromosomes sexuels, des formes XY ou WZ, juste pour vous montrer que entre différentes espèces, on voit énormément de variabilité dans cette dégénération. Et donc, ce que je vous avais raconté pour le Y vaut aussi pour le W. Donc, dans les deux cas, dans le sexe hétérogamétique, le chromosome qui va déterminer l'hétérogamétie va dégénérer. C'est inévitable. Et donc, on voit qu'il y a différents degrés de dégénération entre différentes espèces. Et donc, est-ce qu'on peut étudier ça plus en détail? Et je reviens sur la drosophile. Je ne vais pas beaucoup parler de ça, mais je trouve ça fascinant qu'effectivement, chez la mouche drosophile, on peut suivre l'évolution des chromosomes sexuels parce que nous avons la possibilité justement de les manipuler dans le laboratoire, de regarder plus précisément comment les choses se passent. Et donc, comme je l'ai mentionné, eux aussi, ils ont le système d'hétérogamétie XY, mais le gène qui détermine le sexe se retrouve sous le X, il faut 2 copies. Donc voilà, c'est les chromosomes sexuels qui peuvent être recréés, et donc il y a des espèces où il y a un néochromosome Y qui est apparu parce qu'il y a eu une fusion entre un autosome et un chromosome sexuel ancestral. Donc ici, les chromosomes ancestraux sont montrés en gris et le chromosome nouveau sexuel est montré en vert. Et donc on peut avoir des néochromosomes X et des néochromosomes Y. Et on peut regarder entre différentes espèces qui ont ces néochromosomes sexuels. Donc ça, c'est Drosophila albomicans, Miranda et Pseudo obscura. Et donc, on peut regarder quel est l'état de leur chromosome X et leur chromosome Y. Et ici, en fait, on voit que les chromosomes Y les plus jeunes, qui ont apparu 0,1 million d'années, on voit qu'une des premières étapes qu'on voit, c'est une répression assez globale dans les cellules somatiques, en tout cas, des séquences sur ce chromosome sexuel. Ensuite,
il y a environ 1 million d'années, on voit une accumulation d'éléments transposables et des mutations délétères, comme je vous avais dit, exactement comme ce qui a été prédit. Et effectivement, cette accumulation d'éléments transposables peut faciliter la recombinaison de ce chromosome pour faire qu'il est de plus en plus difficile pour qu'il recombine avec son homologue. Donc, il devient de plus en plus spécifique et de plus en plus dégénéré. Et ici, on voit le cas donc Melanogasta, donc 10 millions d'années, plus que 10 millions d'années, qui est totalement bourré d'éléments transposables et d'éléments répétés. Donc, on peut vraiment suivre l'apparition de ces chromosomes sexuels en regardant ces différentes espèces de drosophiles. Et ici, ça vient d'un papier où ça a été regardé de manière assez détaillée comment en fait ça impacte sur l'expression des gènes, sur le chromosome Y ou sur le chromosome X. Et il a été montré que le chromosome X aussi montre une évolution assez particulière, avec des gènes qui sont de moins en moins exprimés dans les tissus mâles. Et donc, en fait, une évolution de certaines protéines plus importantes qu'on trouve chez les mâles. Donc, en fait, il y a le chromosome X aussi, il évolue plus vite ou différemment que de nos autosomes, mais différemment du chromosome Y. Et je vous rappelle qu'effectivement, le chromosome X, il passe une partie de son temps dans une lignée germinale où il ne peut pas s'apparier et une partie de son temps dans une lignée germinale femelle où il peut s'apparier et faire de la recombinaison. Mais il y a clairement une pression sur ce chromosome X, parce que c'est un chromosome sexuel maintenant, pour avoir un certain contenu des gènes particuliers qui sont donc importants pour les attributs sexuels. Et je vais revenir beaucoup plus sur cette question dans les cours à venir, parce qu'on pense qu'effectivement, les gènes qui sont sur le chromosome X peuvent avoir un impact assez important, et sur le Y aussi, peuvent avoir un impact assez important sur les billets d'expression des gènes qu'on voit entre mâles et femelles, que ce soit dans la lignée germinale, évidemment, mais aussi dans les cellules somatiques. Donc je vais terminer en vous parlant un tout petit peu de cette histoire de dose, parce que c'était quand même vers ça que je voulais arriver avec mes chromosomes sexuels. Donc quel est l'impact sur l'expression génique quand on évolue un paire de chromosomes sexuels comme je viens de vous le décrire? Et il y a dans certaines espèces ce qu'on appelle une compensation de dose pour justement gérer ce déséquilibre entre le nombre de X et le nombre d'autosomes, et la différence entre les mâles et les femelles qui ont 2X, enfin 1X et 2X. Et en fait, c'était Müller, que j'ai mentionné tout au début, qui a souligné le premier en regardant justement la couleur des yeux avec ce fameux gène white qui se retrouve sur le chromosome X. Et il a remarqué que chez les drosophiles femelles ou mâles, ils voyaient la même coloration pour ce gène, alors que sur les femelles, il y avait 2 copies, et chez les mâles, il y avait une seule. Et il savait qu'avoir plus de doses de ce gène pouvait donner plus ou moins de couleur, parce qu'il avait des situations où il avait de manière artificielle 3 doses, et donc la couleur est encore plus rouge, intense. Donc cette couleur intermédiaire était la même quand même, que ce soit 2 copies ou une copie. Comment arriver à avoir le même, on va dire, niveau protéique, alors que le nombre de gènes qui produisent l'ARN et donc ensuite la protéine sont différents entre les femelles et les mâles. Et donc, c'est de quoi il s'agit quand on parle de compensation des doses. Les stratégies sont diverses et variées, et on va en parler beaucoup dans les cours qui viennent. Mais je vais vous montrer une manière de penser à ça. Donc ça a l'air compliqué, mais en fait c'est relativement simple, vous allez voir. Quand le paire de chromosomes, le paire d'autosomes commence à devenir un paire de chromosomes sexuels et le Y commence à dégénérer, il y a cette différence pour le nombre de copies des gènes sur le X et le Y par rapport aux autosomes. Pour chaque autosome, on a 2 copies de chaque gène, on est d'accord. Alors que quand on est un mâle XY, il y a beaucoup de gènes qui sont présents en une seule copie sur le X et qui n'ont pas d'homologue sur le Y parce qu'il a dégénéré. Donc ça pose un problème parce que le X, dans beaucoup d'espèces, chez l'humain et chez la mouche et dans d'autres espèces, ça donne un déséquilibre qui est très important. Et donc, il a été proposé, en fait, par un japo-américain, un généticien biologiste de l'évolution, Susumu Ono,
qui a aussi fait des hypothèses sur les éléments transposables, dont on en parlait l'année dernière. Et donc Ono a proposé qu'il doit avoir un système de compensation pour le chromosome sexuel, justement pour ajuster par rapport aux autosomes. Donc il a proposé qu'effectivement, le chromosome X, il doit augmenter son taux d'expression, en tout cas chez les mâles, mais aussi chez les femelles, pour être équivalent chez les mâles par rapport aux autosomes. Et donc, chez la drosophile, c'est exactement ça qu'on voit. Le chromosome X chez les mâles, il est 2 fois plus exprimé, donc il va produire 2 fois plus d'ARN et donc 2 fois plus de protéines que chacun des 2 chromosomes X chez la femelle. D'accord ? Donc, vous voyez ici, pour un X, on a le double nombre de petits traits bleus, et les petits traits bleus, c'est en fait l'ARN qui vient d'un gène, et donc 2 fois plus d'ARN veut dire 2 fois plus de protéines, on va dire, ce n'est pas toujours le cas, mais bon, on va croire que c'est vrai. Donc, effectivement, on a une double dose à partir du X chez les mâles par rapport à chaque X chez la femelle. Donc, du coup, on a le même niveau. Donc, ça, c'est compenser le dose. Donc, du coup, le X par rapport aux autosomes, c'est la même chose. Donc, le système chez la drosophile est le plus simple à comprendre et imaginer. Mais, malheureusement, la nature n'est jamais simple. Donc, il y a d'autres systèmes qui ont évolué. Et nous savons, par exemple, chez le ver, Caenorhabditis elegans, un système a évolué pour que chez la femelle, il y a une baisse de productivité par moitié. Donc, en fait, chacun des X va produire la moitié de ce que produit le X dans une situation seule. Donc en fait, on a peut-être une surexpression du X par rapport aux autosomes, mais en tout cas, chez un individu XX par rapport à un individu avec un seul X, on a la moitié de la production sur chacun des 2 chromosomes X. Donc ça, c'est une stratégie. L'autre stratégie, chez les mammifères, ou en tout cas chez les utériens, comme nous et comme la souris, il a été découvert, et là je vais parler beaucoup de ça la semaine prochaine, que c'est chez la femelle, un des 2 X ne va plus du tout être exprimé. Donc ça sera équivalent au mâle. On a une expression plus importante du X par rapport aux autosomes, toujours, parce qu'il fallait évoluer ça probablement, mais que ça soit une femelle XX ou un mâle XY, il y a un seul X qui va s'exprimer au même niveau. Donc ça veut dire qu'il y a un traitement différentiel des 2 X chez la femelle. Donc ça, c'est cet aspect qui est unique chez les mammifères, c'est que les 2 chromosomes X dans la même cellule ne sont pas traités de la même façon. Un va être actif, l'autre inactif, et l'activité de l'un va être équivalent a priori à ce qu'on voit dans une cellule mâle. Donc voilà, de manière un peu simpliste, comment il faut réfléchir à ces histoires de doses. Et là, je termine en vous montrant de manière extrêmement schématique comment ces stratégies sont mises en place. Donc, comme je l'ai dit chez la drosophile, c'est les mâles qui font le travail, qui vont augmenter le niveau d'expression de leur seul chromosome X. Et donc, en fait, c'est très lié avec la détermination de sexe, parce que le complexe qui va engendrer cette hyperexpression mâle est présente donc chez les mâles et va s'associer spécifiquement au chromosome X pour justement augmenter la capacité de la chromatine de ce chromosome X d'être exprimée. Donc les détails de ce processus, on va en parler la semaine prochaine, mais en tout cas, voilà la stratégie. Alors que chez C. elegans, comme je l'ai dit, il y a un autre complexe qui est totalement différent, qui lui va, chez les femelles ou chez les individus XX seulement, enfin c'est des hermaphrodites, va aller s'associer aux 2 chromosomes X pour diminuer leur expression par moitié à peu près. Et chez les mammifères, là, en fait, il s'agit d'une région spécifique sous le chromosome X qui va être déclenchée que chez les individus XX et qui va inactiver un des 2 chromosomes X pour générer donc cette expression d'un seul X. Et ce processus est aléatoire, ça peut être soit le X du père, soit le X de la mère qui est inactivé, d'où ce mosaïcisme que je vous avais montré tout au début avec ce chat Calico ou Isabelle avec le pelage tricolore, et je vais revenir sur ça beaucoup plus la semaine prochaine.
Donc si on regarde de manière un peu plus, donc là c'est des chromosomes linéaires bien sûr, dans la cellule, comment tout ça s'organise, on pense que l'organisation des chromosomes et de la chromatine est très important pour ces processus. D'où en fait le lien avec l'épigénétique. La séquence de l'ADN n'est pas différente, mais la manière que l'ADN est embobiné, lu et exprimé est différente. Et donc ici je vous montre de manière très schématique comment on imagine chez les individus XX de C. elegans, les chromosomes X sont structurés de manière assez particulière, et différemment du X chez les mâles. Et cette différence, on la voit aussi probablement chez la mouche, chez la drosophile, où là, le X qui est hyperactivé est associé avec tout un tas de marques chromatiniens et avec probablement une position de nos noyaux particulier chez les mâles, mais qu'on ne retrouve pas chez les femelles. Et puis pour l'inactivation du X, effectivement, le chromosome X qui est inactif est entouré par un ARN non codant avec une panoplie de différences épigénétiques, y compris au niveau de la chromatine et au niveau de sa structure. Et dans la même cellule, on peut avoir cet X inactivé, ce corpuscule de Barr, comme il est connu, mieux connu par les médecins, qui cohabite le même noyau que le X actif, qui lui va très bien, il est exprimé comme il faut. Donc voilà, ici je souligne le fait qu'effectivement dans tous ces systèmes, il y a un rôle de l'épigénétique qui est quand même mon sujet de base. Et je vais vous parler donc des mécanismes épigénétiques qui sont impliqués dans ces expressions différentielles des gènes qui sont associés avec le chromosome X, ce chromosome sexuel. Et je voulais terminer, ça c'est la dernière diapositive, en vous montrant, et je vais revenir sur ça quand je vous parlerai un peu plus de l'inactivation du X chez les mammifères, du fait que non seulement les chromosomes sexuels sont très différents entre espèces, mais même entre mammifères, les stratégies pour avoir cette compensation des doses peuvent varier. Et donc on pense qu'à partir du moment qu'on a des chromosomes sexuels, ces questions de dose se posent toujours. Et les travaux, maintenant qu'on arrive à avoir une lecture de l'expression des gènes qui vient de différentes parties du génome, y compris les chromosomes sexuels, et on arrive à mesurer de manière beaucoup plus fine est-ce qu'il y a des gènes qui sont plus ou moins exprimés, est-ce qu'il y a une compensation de dose. On ne pouvait pas faire ça facilement avant d'avoir ces techniques omiques, on va dire. Et en fait, quand on regarde, on réalise qu'il y a très peu de systèmes où c'est un chromosome entier qui est affecté. L'inactivation du X chez les mammifères, l'expression à moitié dose chez C. elegans, l'hyperactivation du X chez le drosophile, c'est peut-être des cas extrêmes. Et en tout cas, chez les mammifères, on voit très bien qu'effectivement, il y a des gènes, des régions qui doivent être compensées. Chez les monotrèmes en particulier, on voit que certains gènes sont compensés, mais d'autres pas. Il n'y a pas de stratégie qui, à l'échelle d'un chromosome entier qui va gérer cette question de dose. Chez les marsupiaux, il y a l'inactivation d'un des 2X, mais il est beaucoup moins efficace. Il y a beaucoup de gènes qui sont exprimés à partir des 2X chez les femelles. Et chez les eutériens, comme nous, comme les humains ou les souris, là, ça semble être un processus à l'échelle du chromosome, même s'il y a certaines régions qui arrivent à quand même échapper, on va en parler, mais ça semble être beaucoup plus efficace. Donc l'idée, c'est que peut-être il y a des systèmes ancestrales de compensation de dose pour certaines régions qui sont très critiques. Il y a des gènes pour lesquels c'est vraiment important de ne pas avoir une double dose quand on est femelle, par exemple, parce que ça va conduire à une létalité précoce, etc. Donc pour certains gènes, peut-être il y a eu tout de suite une évolution de système pour gérer leur dose, et ça peut être à plusieurs niveaux. Mais peut-être ce système gène par gène a été surpassé dans certains cas où c'était quand même plus efficace d'affecter le chromosome entier. Et on pense que c'est ça qu'on voit, surtout pour l'inactivation du X, par exemple. C'est un système qui est peut-être plus récent et qui implique justement des molécules comme les ARN non codants qui peuvent aller affecter un chromosome entier. Donc on pense qu'il y a peut-être plusieurs couches de compensation de dose et qu'il faut aller décortiquer. Et j'espère pouvoir décortiquer certaines de ces couches avec vous dans les prochaines semaines. Voilà. Merci.